Ils sont 3 dans l'aventure. À la barre, son neveu, Oh-Ung, un piroguier virtuose. À l'avant, son ami Am, chasseur de nids d'hirondelles comme lui. Une journée de pirogue sous un soleil de plomb. Il est temps de s'arrêter. Ici, on est presque sous l'équateur. La nuit tombe d'un seul coup, à 18 h. Endroit parfait pour le camp. Tewet sait que les meilleurs camps sont à proximité de la rivière, un peu en hauteur, pour éviter une crue subite. C'est la saison sèche, mais on ne sait jamais. L'eau permet de se laver, de faire la cuisine, et surtout d'améliorer l'ordinaire. Oh, ce n'est pas comme autrefois. Avant, c'était trop facile de pêcher. Les écrevisses, c'est fini. Alors qu'autrefois, waouh, maintenant, il y a moins de poissons. Mais je ne sais pas combien on va en attraper. Laissant Tewet préparer les lignes de pêche, Oh-Ung et Am s'éclipsent. Objectif, vérifier s'il n'y aurait pas quelques trésors à gratter dans une grotte qui appartient à Oh-Ung. J'espère qu'on va pouvoir en récolter. Oui, moi aussi. Et si elle lui appartient, c'est qu'il a été le premier à y pénétrer. C'est la tradition en pays d'Ayak. Hé, regarde, il y en a. Il y a des nids. Je gratte hein, et tu les ramasses au vol. Ah, il est presque tombé. Ok. De ce côté-là? Ça vient de la salive. Et ce côté, il est collé au rocher. Normalement, on préfère le manger plutôt que de le vendre. Oui, c'est bon pour l'énergie, la vitalité. Tewet est un Dayak. C'est ainsi qu'on appelle les autochtones de la grande forêt et des rivières de Bornéo. Il a appris en même temps à marcher, à pagayer et à pêcher. Ses ancêtres ont vécu en harmonie avec la nature, prélevant avec sagesse ce que la forêt peut livrer, sans l'épuiser. Oh là là, il y a plein d'arêtes. Fais le croustillant, on va se régaler. Oh, pas assez cuit tout ça. Demain, on va peut-être devoir marcher à pied. La rivière est trop basse. Ça va être difficile sur l'eau. On partira tôt le matin, à 7 ou 8 heures. Troisième jour. Cet affluent d'eau claire, c'est la rivière Marang. Tewet se souvient. La première fois qu'il est venu là, il avait 14 ans. Pas de moteur à cette époque. Avec son père, ils avaient dû pagayer 10 jours à contre-courant. La Marang donne accès à son territoire. Une forêt préservée où peu de gens s'aventurent. À partir de là, ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes.
Sur les cartes, la rivière n'existe pas, masquée par la végétation. Mais Tewet n'a jamais eu besoin de cartes. Les lieux sont inscrits dans sa mémoire, transmis de génération en génération. Les trois hommes sont en train de gagner leur pari, déjouant un à un les obstacles qui s'accumulent sur la rivière. Il y a encore 30 ans, ces gorges étaient tabous. La légende racontait que des esprits maléfiques hantaient ces lieux. Aujourd'hui, il n'y a rien à craindre. Le vacarme des moteurs chasse les démons. Les falaises se resserrent, signe d'une arrivée à la source imminente. Voilà la grotte d'où sort la rivière. L'expédition se poursuit désormais à pied, avec le strict minimum. Il faut toute la science légendaire des Dayaks pour retrouver les sentiers à peine tracés, s'orienter dans ce paysage de pitons, de crevasses, de vallées qui ne mènent à rien. Comme il y a 50 ans, Tewet retrouve le passage qui mène de l'autre côté de la montagne, où se situent les principales grottes. Autrefois, les grottes étaient un droit à vie. Comme la grotte où on va, à Sedepan. C'est moi qui l'ai découverte. Je l'ai découverte en 1964. Elle rapporte toujours, et elle ne m'appartient plus. L'administration l'a prise. Alors, à quoi bon chercher des grottes nouvelles? Car où sont les bénéfices? On cherche, et l'administration se sert ensuite. Voici enfin la grotte de Sedepan. Un village est installé sous l'immense porche d'entrée. Rien de bien accueillant devant cette petite cité fortifiée. Des gardiens armés sont même là pour protéger la grotte des convoitises. Ces dernières années, plusieurs attaques de pillards ont fait au moins un mort parmi les assaillants, victimes d'une flèche empoisonnée. Tewet et Am, bien que connus de tous, doivent montrer patte blanche. Hé, c'est moi, Am. Am suivi de Tewet. Une fois la grotte saisie par l'administration, elle y a installé les gardiens et vendu la récolte aux enchères. Il y avait trop d'argent en jeu pour que les politiciens ne s'en mêlent pas. Chaque année, c'est le même commerçant chinois qui obtient le monopole de la récolte. Il n'y met jamais les pieds, mais envoie ses propres ramasseurs de nids, les seuls autorisés à pénétrer à l'intérieur de la grotte. Tout ce petit monde fait son bénéfice, sauf Tewet, pourtant le découvreur de Sedepan. Isolés dans leur citadelle, les gardiens n'ont pas une vie facile. Ils s'ennuient ferme en attendant un ennemi improbable. Toté est le contremaître de la grotte depuis 7 ans. Il ne voit sa famille que quelques jours tous les 2 mois. En 1994, Sedepan était pleine de nids. À cette époque, on produisait plus ou moins 100 kilos. 100 kilos. Maintenant, cela a beaucoup diminué. Cette grotte, c'est la première que j'ai trouvée. Oh, une fois je suis rentré dans la grotte avec mon père, c'était comme une guerre. Certains nous menaçaient avec des lances. Vraiment, à cette époque, c'était incroyable. Et elle a des dimensions exceptionnelles. On ne peut pas trouver mieux. Faisant exception à la règle, Toté accepte de leur montrer l'état des colonies. Notre explorateur retrouve les grandes galeries parcourues dans sa jeunesse. Le réseau souterrain est complexe, fait de branches superposées, totalisant 7 km de développement. Les nids à Sedepan sont en pleine diminution.
La raison de cette diminution, c'est le feu de forêt. La fumée est entrée dans la grotte et a stagné pendant 4 mois à l'intérieur, qui était alors pleine de fumée. Donc finalement, beaucoup sont mortes, ou elles ont migré. En conséquence, très vite, le nombre des nids a commencé à baisser, à décroître, jusqu'à maintenant. La toute dernière récolte, nous n'avons même pas atteint les 30 kilos. Ces images datent de l'âge d'or de Sédépan, avant le grand incendie de 1997. En 15 mois, le quart de Bornéo est parti en fumée. On y voit le pillage systématique des nids, même ceux où les mères couvaient les œufs. Parfois, si on en trouve, on les mange, comme ça. C'est bon pour la santé, mister, quand on le gobe. Sans état d'âme, le commando de l'exploitant chinois avait raclé le moindre nid de la centaine de colonies de cette grotte. Ce travail s'était étalé sur 4 jours pour une récolte de 110 kilos, l'équivalent de 36 000 €. En quelques minutes, dans cette seule galerie, ils avaient rempli facilement un sac de 2 kilos. Une surexploitation quasi industrielle dont il était facile de prévoir le résultat. Il n'y a plus que 3 grottes gardées comme Sédépan dans la région. Elles étaient plusieurs dizaines il y a encore 10 ans. Tewet est inquiet. Il s'interroge sur l'état des prochaines grottes à visiter. Au 7e jour, l'expédition se poursuit dans les hauteurs des monts Marang. L'objectif est une grotte secrète, connue seulement de Tewet et de sa famille. Cette grotte, ils ont réussi à l'exploiter en cachette de l'administration. C'est Ham qui, à intervalles réguliers, vient y ramasser les nids. La dernière récolte n'avait rapporté qu'une vingtaine de pièces, mais comme ce sont des nids blancs, les plus chers, cela valait encore le déplacement. De loin, on s'y tromperait. Mais ces petits cris à peine audibles sont caractéristiques des chauves-souris. Ce n'est pas bon signe. Ces mammifères volants se délectent de la gélatine des nids. La couleuvre des grottes, elle, ne fait pas le détail. Elle attrape au vol indifféremment salangane ou chauve-souris. Ces formes rocheuses sont belles. On appelle ça des roches d'eau. Au bout de 800 mètres de progression, voici enfin l'emplacement de la colonie des salanganes à nid blanc. Que vont-ils y trouver? Oh, mais la colonie est épuisée. C'était la dernière colonie. C'est fini. Autrefois, nous avions toujours des nids ici. Maintenant, c'est quasi vide. Ici, d'habitude, on ramassait 200 à 300 nids. Ouais, ce nid, il ne devrait pas être comme ça. Un seul nid est trouvé, tombé au sol, inachevé. Il devrait être plus grand, avoir 2 doigts de largeur. Si on récolte avant l'envol, il n'y aura pas de descendance. Il ne reste plus que des oiseaux âgés pour faire des nids. Peut-être que c'est comme nous. Les vieux ne peuvent plus faire d'enfants.